bonjour. Bonjour à tous, y compris à ceux qui sont loin de nous. Euh, voilà, donc concernant un peu l'historique de l'enseignement ISN, donc moi, mon rôle est extrêmement simple. Je vais juste parler de la façon dont ça a commencé. Donc, comme je le disais en blaguant, je suis l'homme du passé. C'est comme dans Star Wars, vous découvrez le début après avoir vu le milieu. Alors, au niveau des origines, euh, l'enseignement ISN a été une volonté ministérielle exprimée à plusieurs reprises et dont la commande a été passée à des groupes, à des experts, donc à une conception collective. Ce n'est absolument pas un objet né dans une ou deux cervelles, c'est un objet dès le départ très collectif. Donc je pense qu'il faut insister là-dessus. Le fait que ça a été un projet collectif, un projet partenarial, a marqué tout de suite ce projet dont je pense qu'aujourd'hui vous percevez encore la diversité. Un projet avec une dimension pluridisciplinaire qui a été porté par des spécialistes en sciences physiques, sciences de l'ingénieur, mathématiques, aussi des informaticiens pour les universitaires qui y ont contribué. Et donc ces multiples influences se retrouvent certainement aujourd'hui. Ces multiples influences participent aussi à la vivacité et l'originalité de ce qu'on y trouve dans les classes. Mais aussi, lorsque des influences sont multiples, on a nécessité de compromis. Et donc l'enseignement a été conçu comme un compromis entre différents pôles, différentes influences, et puis des contraintes, il va de soi, des contraintes horaires en particulier. ISN a été conçu comme une matière et pas une discipline. C'est une terminologie qu'il a fallu inventer pour éviter des écueils redoutables sur le service des enseignants, le recrutement, même les locaux. Et en passant d'un mot sur un autre, de discipline à matière, on a ouvert un champ, on a créé un peu plus de souplesse, tout en précisant bien qu'il y avait un contenu assez bien délimité. Et en disant que c'est une nouvelle matière, on précisait bien que ISN n'est pas la continuation d'un enseignement antérieur. Ce qui est assez peu commun dans notre système scolaire, lorsque nos élèves suivent des cours de physique, par exemple, ou de mathématiques, au lycée, ils en ont eu auparavant au collège. Alors effectivement, la situation se présente pour les sciences de l'ingénieur en particulier, où il y a découverte d'un nouveau domaine d'expertise et disciplinaire. Une autre conséquence de ce positionnement a priori, c'est aucun prérequis. Il n'y a rien à savoir pour commencer, pour se lancer. Et ça nous a paru extrêmement stimulant. Les enseignants qui prennent en main des groupes d'élèves sur ce domaine ont un peu le sentiment d'écrire sur une page presque blanche. Presque, les élèves ont quand même du vécu au plan du numérique dont je parlerai après. Une autre des décisions fondamentales qui ont été posées lorsque l'enseignement ISN a été conçu, c'est que ça ne devait pas être un tuyau, donc pas de prérequis, et pas non plus de débouché obligatoire. Ce n'est pas un antichambre. On n'a pas prévu que cet enseignement puisse être l'antichambre d'une prépa, d'un IUT, d'études en informatique. Au contraire, ayant des utilités multiples, afin de s'adresser aussi à des élèves qui sont multiples. Ça nous a paru important. Bien entendu, il y a la lettre I, donc le mot informatique. Donc ISN a pour fonction de permettre aux élèves d'aborder le domaine de la science informatique. Cependant, cette opération qui est effectivement bien centrée sur l'informatique n'épuise pas la question de la place de la science informatique au sein de notre système scolaire et au lycée général en particulier. Il y a d'autres lieux, d'autres temps qui font référence à l'informatique. Il y a également la place pour d'autres situations à inventer. Laurent pourra vous en parler ultérieurement. Mais Christine aura également d'autres aspects à proposer. Alors, au niveau du concept, l'enseignement ISN a été conçu comme résolument scientifique. Même si une part culturelle, sociétale apparaît, c'est d'abord un enseignement scientifique.
En tant que tel, il s'appuie sur une culture scientifique, une culture que les élèves doivent avoir acquise, notamment en mathématiques et en sciences physiques. Un petit exemple permet de bien comprendre. Il est question de couleur, il est question d'image, il est donc question de lumière. Mais la lumière est un phénomène physique. Par conséquent, il y avait une connexion extrêmement forte avec des apprentissages antérieurs. Mais de même, cet enseignement étant un enseignement de la classe terminale, donc qui conclut la scolarité au lycée général, ou en l'occurrence général, ça aurait pu être le lycée technologique aussi bien, il interagit avec la construction d'une culture scientifique qui se poursuit tout au long de la classe terminale. Alors, pour prendre une terminologie très actuelle, ISN n'est pas le numérique. C'est assez curieux parce que quand on a beaucoup travaillé sur cette thématique entre, disons, 2008 et 2010, le mot numérique n'était pas particulièrement à la mode. Alors maintenant, c'est une mode absolue, mais à cette époque, c'était un vocable qui commençait à apparaître discrètement. Donc aujourd'hui, eh bien, il est assez manifeste qu'on recouvre là deux idées assez différentes, même si ça se recoupe assez largement. Il y a un point de recoupement très net dont on reparlera au cours de la journée, c'est le fait que dans l'enseignement ISN, on aborde partiellement, mais on aborde sérieusement des questions sociétales, des questions juridiques, mais aussi des questions philosophiques liées essentiellement au fait que nos systèmes informatiques sont tous interconnectés. Dans ISN, on a mis des contenus. Tout simplement parce qu'il y a un programme. Un programme, c'est publié au bulletin officiel, ça ne se change pas. Les professeurs sont invités à le traiter vraiment. Et donc, il y a une liste de contenus bien spécifiée qui crée une sorte de délimitation, ce qui est évidemment un soutien fort. Cela dit, le programme est ambitieux. Dès le départ, dès les premières esquisses, tout le monde nous a dit que c'était complètement insensé. Je pense que sur le terrain, c'est parfois insensé aussi. Néanmoins, certains professeurs et certains élèves, apparemment, vont même au-delà de ce qui est initialement prévu. Donc je pense que là, sur la question du contenu, de l'ambition du contenu, mais ça va devenir l'ambition des élèves, je pense qu'il y a un débat très intéressant. Alors, la pédagogie a également été mise sur la table assez rapidement, pas forcément tout de suite, mais très vite on s'est aperçu, notamment à partir d'échanges avec des partenaires étrangers, qu'au plan pédagogique, il fallait aborder quelque chose, on ne pouvait pas laisser les choses en état. Donc, un enseignement qui ne convient pas à des cours traditionnels, mais qui nécessite une mise en activité des élèves, un enseignement pratique et assez peu théorique. Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler au cours de l'année, de cette journée. Et enfin, un enseignement évalué, puisque nous avons le bac à la fin. Et sur l'évaluation, les principes posés au début ont très vite été que ce type d'enseignement, qui se veut riche, très vivant, ne peut absolument pas être évalué par une épreuve écrite, qui tendrait à stériliser, à fossiliser la créativité des élèves comme des professeurs. Et nous avons assez vite rejeté aussi le principe d'une épreuve pratique sur machine en temps limité qui risquait d'être vraiment redoutable avec certains élèves peut-être un peu moins rapides que d'autres. Donc ces deux modèles étant laissés de côté, il a fallu inventer un modèle beaucoup plus centré sur l'oral, modèle dont les bases ont été posées dans le bulletin officiel, mais dont l'invention aujourd'hui doit essentiellement au professeur. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon extrêmement bref et je passe la parole à mes collègues. Pour les questions, on les regroupera à la fin puisqu'on essaye de filmer toutes les interventions, comme ça elles seront plus facilement utilisables en modulaire et on gardera un petit peu de temps à la fin pour les questions. Donc si Madame Gobert-Macon veut bien suivre, là, merci de vous mettre juste entre l'écran et le Kakemono Pascaline, c'est le lieu idéal pour un joli teint. Voilà. Diaporama, oui.
Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais vous parler d'une autre formation qui est préparée dans les lycées et qui concerne l'informatique. C'est donc un diplôme professionnel qu'on appelle donc le BTS informatique pardon. Ça c'est l'ancienne appellation, le BTS service informatique aux organisations. Donc ce BTS vient d'être rénové. Nous avons eu la première session d'examen en 2013. Et donc je vais vous exposer un petit peu comment se conçoit ce type de diplôme. Donc le positionnement dans l'offre de formation, c'est donc un diplôme qui est préparé après le baccalauréat. Alors, le lien avec ISN est un petit peu lointain dans la mesure où ce diplôme, normalement, n'est pas ouvert aux élèves titulaires d'un baccalauréat S. Il est positionné dans l'offre de formation plutôt pour les élèves issus des sections technologiques, voire professionnelles. Alors, ce diplôme est un diplôme professionnel, ça veut dire qu'il n'est pas conçu comme Robert a pu expliquer, comme l'enseignement, la matière ISN, il est conçu en commission paritaire consultative, c'est-à-dire avec des professionnels du secteur du numérique. Et donc l'association Pascaline a participé donc à la rédaction d'une partie de ce diplôme avec la présence notamment donc d'IBM et donc de Jean-Louis Plierel qui nous a aidés dans la construction de ce diplôme. Il a fallu prouver qu'il y avait des emplois en informatique au niveau Bac+2. Parce qu'on sait qu'en informatique, on parle surtout du niveau Bac+5. Et donc, il y a une étude qui a été qui a été réalisée, notamment avec l'appui du CEREC, pour montrer qu'il y avait des emplois donc, à Bac+2 dans le domaine de l'informatique, ce qui nous a permis donc de lancer ces travaux de rénovation, parce qu'on aurait pu aussi ne pas avoir de diplôme si effectivement le marché du travail ne nécessitait pas ce type de diplômé. Alors, ce type de diplôme se prépare de différentes façons. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle du fait de le préparer sous statut scolaire dans les lycées, mais il se prépare aussi en apprentissage, il se prépare aussi en formation continue. Il y a aussi quelque chose de particulier dans un diplôme professionnel, c'est les modes de certification. C'est-à-dire qu'on a une certification classique, c'est-à-dire un examen terminal qui se situe en juin tous les ans. Mais on a aussi un dispositif dit de validation des acquis de l'expérience pour lequel il y a 2 sessions par an et qui permettent donc à des gens qui travaillent dans le domaine de l'informatique et qui veulent valoriser leur expérience professionnelle et obtenir donc un diplôme. C'est une voie de certification, donc d'arrivée sur le marché du travail ou d'évolution professionnelle d'un certain nombre d'informaticiens. Alors, dans ce BTS, on a donc quelque chose qui est important, qui est la première étape, qui est le référentiel d'activité professionnelle. Donc, ce référentiel d'activité professionnelle, il s'est basé donc sur la notion d'abord de prestataire informatique, c'est-à-dire qu'on forme des techniciens. Ces techniciens vont travailler dans une structure qu'on appelle un prestataire informatique. Ça peut être une structure interne, c'est-à-dire une DSI, une direction des systèmes d'information, mais ça peut être aussi évidemment une société de service ou une société d'ingénierie. Ce prestataire informatique, il est organisé, il a une activité qui est organisée et en management et en système d'information. On a l'habitude, on a un concept scientifique qui nous est très cher, qui est la notion de processus. Et donc, ce BTS, on a observé finalement les processus qui existaient chez les prestataires informatiques et on a isolé 5 processus dans lesquels le technicien intervient. Alors, il y a évidemment d'autres processus qui existent chez un prestataire informatique, notamment des processus de direction, pour lesquels, évidemment, le technicien formé à Bac+2 n'intervient pas directement. Donc, vous ne les voyez pas, évidemment, sur ce cliché. Donc, on a donc 5 processus. On a 4 processus dits métiers. Des processus métiers, c'est-à-dire des processus qui sont directement, qui fournissent directement un service
aux utilisateurs. Et puis un processus support, qui est un processus, on va dire, plus de back-office. Alors, vous les voyez, je ne vais peut-être pas les détailler. Ce qui est central, c'est donc le processus de production de services, hein, qui est sur un cycle de vie qui va de l'expression du besoin à la mise en exploitation. La fourniture du service, qui est plutôt un service itératif, hein, de maintenance et de production donc de nouveaux services. Et donc ces deux processus vont s'appuyer donc sur deux métiers différents, qui sont d'une part les métiers sur les solutions d'infrastructure que vous voyez ici, et puis les métiers sur les solutions logicielles. Donc de ce fait, nous avons dans ce diplôme deux options, hein, une option qui s'appelle solutions d'infrastructure, système et réseau, et puis une autre option qui est solutions logicielles et applications métiers. SLAM, voilà, donc il y a SISR et SLAM qui sont donc les deux options de ce diplôme. L'originalité pédagogique de ce diplôme, Robert parlait de la mise en activité des élèves. Il est clair qu'effectivement, quand on est dans l'enseignement professionnel, on a une mise en activité des élèves qui est liée donc au métier auquel ils se préparent. Il y a aussi une formation générale, évidemment, dans ce diplôme, et notamment interviennent des professeurs dans un module qui s'appelle algorithmique appliquée, qui est donc un module qui dépend des mathématiques dans ce diplôme. Et donc interviennent dans cette formation des professeurs de mathématiques qui enseignent aussi l'algorithmique. Et ces professeurs qui enseignent l'algorithmique, donc ces professeurs de mathématiques qui enseignent l'algorithmique en BTS SIO, on peut bien sûr les retrouver dans les établissements qui offrent à la fois le BTS SIO et l'option ISN. Ce sont souvent les mêmes professeurs qui prennent en charge donc cet enseignement en BTS SIO et puis l'option ISN dans le même établissement. Nous avons d'autres originalités qui sont plus liées donc à la partie professionnelle, des projets personnalisés encadrés où les élèves donc partent d'un besoin réel et donc développent une solution dans l'option qu'ils ont choisie. On a bien sûr des stages. On a mis en place aussi un portefeuille de compétences qui permet donc aux élèves de stocker toutes les expériences qu'ils ont dans le domaine de l'informatique pour à la fois une épreuve de certification et puis par la suite pour évidemment présenter à un futur employeur ce portfolio, on va dire. Alors, il y a aussi une originalité dans ce diplôme en termes de certification qui est la mise en place donc du CCF, du contrôle en cours de formation, qui existe pour cette épreuve d'algorithmique appliquée plus pour des épreuves professionnelles. Alors, sur le profil des élèves, donc on accueille des élèves des bacheliers professionnels et des bacheliers technologiques, majoritairement, très très majoritairement des garçons. Hein, donc quand on a rénové le BTS, notre souci c'était aussi d'attirer les filles. Et je constate qu'après cette première session, on n'a toujours pas réussi à attirer beaucoup de filles. Le terme, par exemple, le terme de service informatique aux organisations était un petit peu aussi dans cette direction d'attirer les filles en se disant, bon, c'est quand même un métier humain, c'est-à-dire qu'on développe des services aux organisations, donc aux utilisateurs. On pensait que peut-être ça intéresserait plus les jeunes filles en se disant c'est pas seulement un métier technique, c'est aussi un métier de relations humaines. Bon, on n'a toujours pas réussi. Ce BTS, c'est aussi un diplôme d'ouverture sociale puisque nous accueillons majoritairement quand même des élèves de CSP peut-être plus défavorisés que évidemment les élèves qui vont poursuivre en classe préparatoire. Le profil des enseignants, donc on a parlé des professeurs de mathématiques et puis donc il y a des professeurs d'enseignement professionnel qui sont donc des professeurs certifiés ou des professeurs agrégés qui ont passé donc soit un CAPET d'économie gestion option informatique de gestion qui aujourd'hui s'appelle informatique et système d'information, soit une agrégation d'économie gestion option système d'information. Voilà, et puis donc on reviendra sur la poursuite d'études de ces BTS un petit peu plus tard dans la journée. Merci.
Donc on va passer à la présentation suivante. Donc un point d'historique. Alors le point d'historique, on va le retrouver rapidement. Point d'historique, Monsieur Archambault. On a une présentation qui... Non, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Un discours. Non, mais c'est le contenu qui est important. Allez-y. Bonjour, donc je commencerai par remercier Christian Coleman qui a associé l'EPI à cette journée, étant entendu que lors de ces dernières années, nous avons eu l'occasion d'œuvrer ensemble en faveur de l'enseignement de l'informatique. Donc moi je dirais quelques mots d'un passé plus lointain que Robert, là, c'est-à-dire je dirais quelques mots sur petite histoire de l'enseignement de l'informatique depuis la fin des années 70, dans l'enseignement général, au lycée, une histoire qui a été un peu tout sauf un long fleuve tranquille, situation d'ailleurs qui n'est pas propre à la France. Alors, et j'essaierai d'en tirer quelques enseignements par rapport à l'actualité, et notamment en matière de formation des enseignants. Alors, il y a eu effectivement, dans un passé lointain, dans les années 80, dans les lycées d'enseignement général, une option d'informatique en seconde, première et terminale. Elle était présente dans à peu près un lycée sur deux, ce qui ne veut pas dire qu'un élève sur deux la suivait. Et elle a été supprimée une première fois en 1992, rétablie en 1995, puis à nouveau supprimée en 1998. Parmi les raisons invoquées, alors moi j'aurais un peu tendance à parler de prétexte, parmi les raisons invoquées pour sa suppression, il y avait entre autres le fait qu'elle aurait été élitiste. Moi personnellement j'ai toujours eu du mal à comprendre en quoi l'enseignement de la boucle for, de l'affectation d'une variable, c'était plus élitiste que l'équation du second degré, la notion de force ou l'imparfait du subjonctif, toutes choses que l'on a par ailleurs tout à fait raison d'enseigner parce que l'enjeu c'est le même, c'est la culture générale de notre époque. Alors, après la deuxième suppression, donc en 1998, il y a eu une longue traversée du désert. Et je reprendrai l'expression d'un journaliste du Monde, la Luc Sedel, qui parle de désert explicatif. A prévalu l'approche, à partir de 1998, selon laquelle on peut donner une culture générale scientifique informatique à travers, d'une manière exclusive, l'utilisation des outils informatiques. Ça a été un échec, et un échec prévisible. Mon ami là, Gilles Dewecq là, aime bien souvent faire la comparaison. Imaginons que sous prétexte, parce que le prétexte c'est que l'informatique est partout. Donc ce n'est pas la peine qu'il y ait un endroit où elle est en particulier. Alors imaginons que, prenons les mathématiques. Les mathématiques, c'est un outil pour les autres disciplines. Les mathématiques sont partout, comme le français. Alors imaginons que, s'appuyant là-dessus, on décide de supprimer l'enseignement des mathématiques et de se tourner vers les autres enseignants en leur disant à vous de prendre en charge la culture mathématique. Alors, Gilles aime bien citer, par exemple, les entiers relatifs. On demanderait au prof d'histoire, lorsqu'il fait avant la période historique, avant, après Jésus-Christ, il peut parler des entiers relatifs. Et puis le même prof qui est prof de géographie, pourquoi il ne ferait pas les coordonnées lorsqu'il parle de longitude et de latitude? Bon, manifestement, ça ne marcherait pas. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait pour l'informatique. On a dit, on va donner une culture générale scientifique informatique à travers, en s'appuyant sur les autres disciplines. Alors, ça a été un échec prévisible et simplement j'ai cru constater en cette rentrée que le B2I qui incarne cette approche, il est toujours là, donc restons attentifs. Alors, dans cette situation, dans
disparition d'un enseignement scientifique informatique, en 2007, avec mon ami là, Jacques Baudet, là, ici présent, on a décidé, au nom de l'EPI, de reprendre notre bâton de pèlerin en faveur d'un enseignement de l'informatique. Et alors, en 2007, on a été reçu à l'Élysée. Et le conseiller qui nous a reçus nous a dit vous avez une fenêtre de tir avec la réforme du lycée. Donc, on ne s'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Suite à ça, on a créé un groupe de travail, réflexion, action, avec l'ASTI, une association qui a disparu depuis. Et aujourd'hui, c'est un groupe de travail qui est commun à l'EPI et à la CIF, la Société informatique de France. Et donc on a poursuivi nos actions. On peut en avoir le détail, hein, parce que c'est long et il s'est fait beaucoup de choses sur le site de l'EPI. Et chose importante, on a convergé avec un certain nombre de personnalités pour qui un enseignement de l'informatique au collège et au lycée est une chose importante. Alors, je citerai en particulier, il y a Gilles Dewec, hein. Gilles, tu es une personnalité. Hein. Il y a Maurice Niva, dont on connaît le combat ancien pour l'enseignement de l'informatique. Il y a Gérard Berry, il y a Serge Abitboul, il y a Colin de la Higuera. Et on a uni nos efforts. L'action s'est poursuivie, hein, rencontres, avec le ministère de l'Éducation nationale, à Matignon, et tout ça, ça a débouché, et on pense y avoir contribué. Hein. On a eu l'occasion, je l'ai dit, là, d'œuvrer avec Pascaline. Hein. Tout ça, ça a débouché sur la création, vous êtes au courant, à la rentrée 2012, d'un enseignement optionnel de spécialité en terminale S. Alors parmi les moments forts quand même de ces dernières années, parce que ça a joué un rôle important, je citerai le rapport adopté par l'Académie des sciences au mois de mai de 2013, l'enseignement de l'informatique en France, il est urgent de ne plus attendre, rapport qui a eu et qui a son importance dans la bataille des idées, et rapport qui a été soutenu par le Conseil national du numérique dans une déclaration au mois de juin. Alors, pour terminer, un enseignement sur une question qui nous semble très importante à l'EPI, c'est la formation des enseignants. Lors de la suppression de l'option informatique, hein, dans les années 90, parmi toutes les raisons, il y a deux manques. Le premier manque, c'est, alors, à notre avis, hein, d'une manière évidente, une manque de vision d'avenir. Hein. Dans les années 90, ne pas voir que l'informatique est en train de devenir une des sciences majeures de l'époque, ne pas voir qu'elle est partout et que donc, en conséquence, elle doit être quelque part dans l'enseignement scolaire, dont la vocation essentielle, c'est de donner la culture générale de notre époque. Là, il y a manifestement un déficit de vision de la société dans laquelle on est. Donc ça, c'est le premier manque. Le deuxième manque, c'est que cette première option, elle était assurée à 50% par des professeurs de mathématiques, à 25% par des professeurs de sciences physiques, et qu'à l'époque, fin des années 80, début des années 90, il y avait des problèmes de recrutement dans ces disciplines. Et le vivier qui était constitué par tous les enseignants qui avaient bénéficié, hein, c'était l'âge d'or, hein, il y avait dans les années 80 ces stages d'1 an à l'informatique pédagogique où les enseignants étaient complètement déchargés. Donc le vivier constitué par ces enseignants, il avait tendance à se tarir. Donc en fait, une des raisons non avancées, non dites, c'était la question du manque d'enseignants pour assurer la montée en charge de cet enseignement d'informatique. Alors,
aujourd'hui, si on veut assurer une montée en charge, il y a la terminale S, mais il va y avoir la terminale ES, terminale S, il y a la création d'un enseignement pour tous dans les classes de CPGE scientifiques. Il faut former en nombre. Or, si mes informations sont bonnes, le vivier, il n'est pas si important que ça. Et donc, pour l'EPI, il est urgent de créer sans attendre, pour assurer cette montée en charge, il est urgent sans attendre de créer un CAPES et une agrégation d'informatique. Pour des raisons pratiques, si on veut développer cet enseignement, pour que cet enseignement devienne un enseignement de culture générale pour tous. Hein, l'époque, c'est que tous les citoyens, tous les travailleurs, tout le monde dans sa vie quotidienne doit avoir une culture générale informatique pour être à l'aise dans ces environnements. Donc si on veut, il faut former en nombre. Et comment le système éducatif forme-t-il en nombre dans les autres disciplines? Avec des concours de recrutement. Et si on veut que l'informatique soit pleinement une matière ou une discipline à part entière, il n'y a aucune raison que, comme les autres disciplines, elle a déjà une inspection générale, il faut qu'elle ait aussi des inspections pédagogiques régionales, il y a des programmes, il y a des épreuves, mais il faut qu'on recrute en informatique. Je rappelle, une des sciences majeures du XXe siècle, qu'on recrute en informatique des professeurs comme on les recrute en sciences physiques, en histoire-géographie, en philosophie. Dernière chose, mais ça vous savez déjà, mais c'est un excellent bouquin, Gilles, qui a été piloté par Gilles. Ça, c'est la version 2013 avec les exercices faits en Python. Donc, j'en ai quelques-uns, s'il y en a qui veulent jeter un coup d'œil. Et puis, après, vous en dites tout le bien que vous en pensez. Merci. Alors, puisqu'on reparlait, après cette historique, de revenir peut-être au présent, voilà, avec M. Chéneau, si j'arrive à lui donner la main, mais ça ne va pas tarder. Voilà, donc si vous voulez bien rester dans cette partie-là, et je vous donne la main sur votre présentation. Oui, bonjour, je vais revenir plus spécifiquement donc sur ISN. Donc ISN, ça a été déjà expliqué, c'est un enseignement de spécialité. Un enseignement de spécialité, c'est un enseignement obligatoire, ce n'est pas un enseignement facultatif. Les élèves des classes terminales S ont le choix entre 4 spécialités, avec une petite exception dont je parlerai tout à l'heure. Un enseignement de 2 heures hebdomadaires et qui est bien sûr évalué au baccalauréat, comme Robert nous le rappelait tout à l'heure. Alors, le cas particulier, c'est le cas particulier des élèves de terminale S, SI, sciences industrielles, puisque pour ces élèves-là, ils ont la possibilité de ne pas choisir de spécialité, parce qu'ils ont déjà des horaires assez lourds. On en reparlera vers la fin de mon intervention, parce qu'il s'est passé quelque chose dans l'année 2013 de tout à fait intéressant dans ce cas particulier des élèves SSI, même s'ils sont effectivement minoritaires parmi les élèves de terminale S. Donc les objectifs, on les a rappelés également tout à l'heure, et Madame la ministre Fleur Pellerin les a rappelés elle aussi dans son intervention liminaire. Il s'agit non pas de former des spécialistes de l'informatique, mais des citoyens responsables et surtout acteurs dans une société numérique. Et pour cela, il est nécessaire d'initier les élèves aux concepts fondamentaux de l'informatique
Et bien sûr, tout ceci se faisant dans le cadre de l'enseignement secondaire, dans l'inscription d'une préparation aux études supérieures, donc avec un souci d'orientation, mais sans créer, comme le rappelait Robert tout à l'heure, sans créer pour autant de tuyaux obligatoires qui imposeraient que les élèves suivant la spécialité ISN se retrouvent nécessairement, par exemple, ou en classe prépa ou en IUT. Voilà. On a aussi besoin de citoyens dans toutes les professions. Un élève qui se destine à des études de droit, écoutez, ça lui aura été très utile d'avoir une initiation aux concepts fondamentaux de l'informatique, parce qu'il aura effectivement parfois des textes à faire appliquer ou à commenter, ou des dossiers à défendre sur les droits de propriété, etc. Sur ces questions, une ignorance des concepts informatiques est un handicap lourd. Il suffit de relire, par exemple, les dispositions législatives qui définissaient toute la loi Adopi et de voir l'incompréhension qu'il y avait sur la notion, par exemple, d'adresse IP. Voilà, pour donner un exemple concret. Donc, une des particularités de l'épreuve au baccalauréat, c'est aussi que on assume complètement quelque chose qui s'impose de plus en plus d'ailleurs dans l'enseignement secondaire aujourd'hui, c'est-à-dire la notion de compétence, et c'est une évaluation par compétence qui est en fait le crible de notation de l'épreuve terminale. Les 4 axes fondamentaux du programme, ce sont les 4 axes qui fondent la science informatique, c'est-à-dire la représentation de l'information, l'algorithmique, les langages et la programmation et les architectures matérielles. Mais cela va également avec les questions éthiques, sociétales qui ont déjà été évoquées pour être un acteur de la société numérique et dans un monde qui a été complètement bouleversé par la généralisation de l'outil numérique. Il était important d'évoquer différentes thématiques et ça peut être en plus l'occasion pour des professeurs de philosophie ou pour des intervenants extérieurs de venir dans les classes et donc de renouveler une pédagogie qui n'est plus à professeur unique. Un autre élément très important dans la création d'ISN, ça a été le fait que la pédagogie par projet s'impose. Et ça, c'est un bouleversement pour nombre de professeurs. Je pense en particulier aux professeurs de mathématiques qui sont nombreux à s'être engagés dans l'enseignement ISN. Alors c'est vrai que les professeurs de STI avaient déjà la pratique et l'habitude de la pédagogie par projet, mais pour les professeurs de mathématiques, c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui renouvelle leur pratique pédagogique et qui, au-delà du simple enseignement de la spécialité ISN, a sans doute, ce sera à vérifier sur pièce, si j'ose dire, mais a sans doute une influence sur la pédagogie au quotidien dans leurs cours de mathématiques, et c'est aussi un aspect qui me paraît, moi, tout à fait essentiel. Donc, un travail par projet tout au cours de l'année, avec évidemment un démarrage souvent avec des mini-projets, et puis un projet qui, en fait, fait l'objet de la soutenance qui sert d'évaluation au baccalauréat. Donc c'est vraiment tout à fait intéressant et ça permet de développer des compétences en autonomie, en collaboration, qui sont tout à fait intéressantes. La mise en place a été compliquée, ça a déjà été dit, et je pense qu'on en reparlera dans le débat, puisque justement après moi, Colin va intervenir pour discuter tout spécialement de cette question de la formation des enseignants. Les disciplines d'origine des enseignants de la spécialité ISN, ce sont essentiellement mathématiques, sciences physiques et chimiques et sciences et techniques industrielles, avec quelques professeurs de SVT, mais ils sont très minoritaires, et quelques professeurs aussi de SES. Les professeurs ont suivi une formation, ils ont été habilités de façon provisoire au sein de chaque académie, et leur habilitation va devenir définitive, soit cette année, soit l'année prochaine. Et pour les accompagner, mais là je pense que soit Thierry, soit quelqu'un d'autre en parlera tout à l'heure,
Il faut citer le site du silo, il faut citer les manuels, dont celui que Jean-Pierre vient de vous montrer. Et j'en passe pour terminer au grand chiffre. Quel est le bilan, si vous voulez, de la première année? Alors, il faut savoir que les chiffres pour la rentrée 2014 seront en progression par rapport à ces chiffres que je vous présente, qui sont les chiffres de l'année scolaire qui vient de se terminer. Et ces chiffres pour l'année qui vient ne seront connus de façon globale et précise que disons vers la Toussaint, pas avant. Donc pour l'année scolaire 2012-2013, vous aviez environ 750 lycées qui ont proposé la spécialité ISN. 750 lycées, ça veut dire un peu plus de 1000 professeurs, puisque en général, pour chaque ouverture d'ISN, il faut compter 1 ou 2 professeurs, le plus souvent 2, ce qui fait qu'il y a eu un énorme effort de formation des enseignants qui a été mené. Il faut en remercier bien sûr les universitaires qui étaient en charge de cette formation, mais aussi, et je tiens à les saluer, d'autant qu'il y en a de nombreux ici présents dans la salle, les inspecteurs pédagogiques régionaux qui ont tout organisé et qui ont mis sur place ces formations avec un travail qui est considérable et qu'on oublie souvent. Alors ces 752 lycées ont trouvé un public, puisque 10 000 élèves environ ont choisi cet enseignement de spécialité ISN, dont seulement, hélas, 20% de jeunes filles. Ce qu'il faut noter, je l'avais un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est vous voyez le chiffre important d'élèves issus de SI, des terminales S, option sciences industrielles, qui ont choisi ISN, c'est 2900 sur les 10 000, alors que la proportion SSI, SSVT n'est pas du tout celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de choix, mais on va en reparler dans quelques instants. Beaucoup plus de choix de ISN chez ces élèves-là. Donc si vous regardez par département le nombre de lycées, évidemment, cette carte ne veut pas dire grand-chose, puisque vous avez des départements où il y a peu de lycées, des départements où il y a beaucoup de lycées. Donc on va oublier cette carte et passer à la suivante, qui est un peu plus honnête, puisqu'elle parle de proportion d'établissements qui ont proposé ISN. Si vous regardez l'échelle en bas, les couleurs les plus foncées correspondent à 80%, ce qui est énorme quand même. Et donc vous voyez qu'il y a une inégalité sur le territoire, qui est lié, mon Dieu, soit à des difficultés d'organisation de la formation, parce que ça a été le cas dans certains endroits, soit à, une frilosité de certains responsables qui ont voulu voir une première année comment ça se passait. Et c'est, je pense, sur ces zones les plus claires qu'on aura le plus de progression, clairement, à la rentrée. Enfin, il faut l'espérer. Alors le choix des spécialités, donc c'est ça la question que je voulais soulever tout à l'heure. Vous voyez ici le camembert du haut représente les choix de spécialités effectués par les élèves de SSI en l'année scolaire 2011-2012, et où il n'y avait donc pas encore ISN, et les choix de spécialités, ce qu'ils sont devenus en 2012-2013. Alors il faut bien comprendre ces chiffres sans faire d'erreur d'interprétation. Je ne parle que des élèves des classes de SSI où on a proposé en 2013 l'enseignement ISN. Donc ce n'est pas un pourcentage sur l'ensemble de tous les élèves de SSI. Mais ça n'aurait pas voulu dire grand-chose que de dire qu'il y avait, je ne sais pas combien ça fera, puisque là il y a 33% en ISN, mais si vous faites le calcul sur l'ensemble de tous les élèves de SSI, évidemment le pourcentage va diminuer énormément. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on ne leur propose pas le fait qu'ils ne l'aient pas choisi? Donc vous voyez donc que la spécialité mathématique, la spécialité physique, la spécialité SVT, qui est purement anecdotique dans ces séries, n'ont quasiment pas beaucoup bougé, un petit peu à la baisse ici, mais très peu. Et en fait, l'essentiel des 33% d'élèves qui, cette dernière année scolaire, en SSI ont choisi ISN, provient de ceux de ces élèves qui ne choisissaient aucune spécialité au préalable, comme c'est autorisé dans cette série. Et ça, c'est un chiffre tout à fait intéressant. Ça veut dire que ISN a vraiment rencontré un public
dans ces classes-là. Et c'est sans doute lié au fait que les élèves de SSI ont aussi un projet à mener en sciences industrielles et que le projet ISN, même s'il est nécessairement différent, puisque les objectifs sont évidemment pas les mêmes, peut être quand même sur la même thématique. En outre, il y a une partie de robotique, même si elle est facultative dans le programme ISN, elle existe et elle correspond bien au centre d'intérêt à la fois des élèves et des professeurs de ces classes. Au niveau donc de la répartition par académie, ce tableau est un petit peu évidemment compliqué à lire. Une carte est peut-être plus parlante, mais mon Dieu, on voit, alors là c'est une carte par académie, hein, que le choix de spécialité ISN ne présente pas énormément de différence au niveau du territoire finalement. En SVT, donc pour la plus grande partie et de très loin des élèves de terminale S, évidemment la situation est différente. La situation est différente, on constate que la portion d'élèves qui ont choisi ISN cette dernière année scolaire n'est que de 11% parmi ceux auxquels c'était proposé, que la spécialité SVT reste encore et toujours la première spécialité choisie par les élèves de terminale S de façon extrêmement nette, et qu'elle n'a pas du tout été touchée par l'apparition d'ISN. En fait, la spécialité qui a un petit peu souffert, si on veut dire, par l'apparition d'ISN, ça a été surtout la spécialité physique, enfin sciences physiques. Mais il fallait bien quand même que de toute façon ces 11% soient pris quelque part. Hein. Donc nécessairement l'apparition d'une nouvelle spécialité impliquait une diminution de certaines autres. Le camembert, il n'a pas augmenté de taille. Voilà. Mais il y aura peut-être des questions tout à l'heure, parce qu'on peut dire plein de choses autour de ça. Et enfin, bon, la carte par académie de ces choix de spécialité montre un petit peu plus de disparité sur les choix des élèves que la carte des SSI, mais bon, c'est encore justement une marge de progression intéressante pour la nouvelle rentrée. Et je vous dis, les chiffres de cette nouvelle rentrée sont davantage connus aux alentours de la Toussaint. Je vous remercie. Bien, merci. Alors, comme transition maintenant, pour faire tourner effectivement cette option, il faut des enseignants, il faut les former. Voilà. Donc, je vous mets en place votre présentation et on va pouvoir faire le point là-dessus. Alors, évidemment, la présentation, elle n'est pas là-dessus. Ça serait trop beau. Oui, c'est sur la petite clé, mais la petite clé, on va la voir. On va la voir. Hop, là. Hop. Les origines, on va y arriver. Et voilà, ISN formation, on n'a pas eu le temps de la recopier, mais elle est bien disponible. Je vous passe ça en plein écran pour que ça soit plus agréable pour tout le monde. Plein écran, il est là, et vous avez toujours le petit appareil. Bon, merci, et puis merci à Pascaline de nous accueillir, d'organiser une journée sur ce thème, qui est effectivement un thème important. Donc, je suis Colin Allegra, président de la Société informatique de France, et je ne vais pas faire un discours sur la Société informatique de France. Je vais me concentrer sur ce point-là, sur le point la formation des enseignants, sur lequel des choses ont déjà été dites il y a un instant. Donc, rapidement, simplement, pourquoi est-ce que la ISN, pourquoi est-ce que la CIF s'intéresse ou s'est intéressée à cette question? Un truc important, c'est donc en mai-juin de cette année, nous avons publié un rapport, c'est-à-dire que comme nous avons suivi la formation des enseignants depuis le début, en étant en partie acteurs, puis en organisant des journées un peu comme celle-ci, à la fois en février et en participant à des journées en avril, ça nous a donné un peu plus de recul pour pouvoir commencer à essayer d'évaluer. Et on a osé le faire, donc on a fait une évaluation de la formation pour voir un petit peu où on en est. Je vais vous en donner un certain nombre d'éléments. Le fait de travailler sur ces éléments nous a conduit à faire une comparaison internationale, et l'international est très important. Il faut savoir que de la même manière qu'on se réunit ici aujourd'hui pour discuter de ça, ce genre de choses est discuté aujourd'hui en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, dans tous les pays autour de nous, puis au niveau européen où les gens sont en train d'échanger pour essayer de voir qu'est-ce qui est en train de marcher chez vous, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour marcher chez nous. Donc j'en parlerai un petit peu après. Puis je finirai avec une petite proposition.
Donc, en 2010, Robert Caban et moi, nous nous sommes rencontrés dans des situations un peu abracadabrantes, mais réussies pour sa proposition, c'était il nous faut des formateurs. Où est-ce qu'on peut trouver des formateurs, sachant que comme il n'y a pas de CAPES, comme il n'y a pas d'agrégation en informatique, il faut des gens pour former. Et ce serait bien que ce soit les universités, là où il y a des gens habitués à enseigner l'informatique en lycée, qui prendraient un petit peu ça. Donc on a monté un réseau au niveau national pour trouver, académie par académie, des gens pour pouvoir travailler là-dessus. Un des objectifs était aussi de travailler déjà sur le bac-3, bac+3, c'est-à-dire essayer de mettre dans la boucle des professeurs de fac qui sont liés à la licence pour faire le lien avec le lycée, sans oublier le fait que, bien entendu, il n'y a pas que la fac là-dedans, il y a aussi les IUT et puis il y a aussi les classes prépa. Mais bon, là, il y avait un objectif d'essayer de travailler en continuité là-dessus. Donc, ce qui a été fait. Ça a été fait, donc il y a eu cette formation d'enseignants qui s'est faite de manière très décentralisée pendant 2 ans, avec dans chaque académie des solutions qui ont été trouvées en fonction des capacités des uns et des autres, de la géographie. La géographie a pris une place énorme, c'est-à-dire que selon la géographie, vous aviez de l'argent pour dépenser en essence ou au contraire à dépenser en heures de formation, donc ça a été capital, c'était assez étonnant. Et donc un peu suite à tout ça, il y a eu la CIF a organisé son congrès sur un thème lié à la formation en février et avec intervention de beaucoup d'acteurs de la formation ISN. Et il y a eu des journées plus particulières à Nancy en avril là-dessus. Donc un travail a été fait par un groupe de 5 ou 6 personnes avec beaucoup d'échanges, avec beaucoup d'entretiens qui a débouché sur ce rapport qui a un peu circulé. On n'a pas fait une publicité énorme, il a été envoyé à peu près aux différentes personnes qui, de près ou de loin, suivaient ça. Que dit-il ce rapport? Ce rapport, il dit que c'est un succès. C'est-à-dire qu'à la fois ISN est un succès et cette formation, c'est-à-dire ce qui s'est passé, a été un succès. La capacité de mobilisation des uns et des autres a été remarquable. Les enseignants qui sont aujourd'hui devant les jeunes sont, parce qu'ils sont extrêmement enthousiastes, parce qu'ils ont fait un travail considérable, ils sont tout à fait à la hauteur, parce qu'ils sont volontaires, tout ça, ça a fait que ça s'est très bien passé. Parce que aussi, beaucoup de gens ont mouillé la chemise, les inspecteurs généraux, les IAPR, puis les gens dont les noms ont été donnés avant. Néanmoins, les raisons de ce succès sont aussi les raisons pour lesquelles on peut se dire, attention, il y a danger. C'est-à-dire le tout reposant sur beaucoup d'enthousiasme, le tout reposant sur beaucoup de volontariat, à un moment donné, le volontariat et l'enthousiasme s'estompent. Alors, pas nécessairement sur les gens qui ont été recrutés, mais sur le fait qu'une fois que vous avez demandé à des gens es-tu volontaire pour être formé, tout en n'étant pas payé pour être formé, tout en éventuellement payant toi-même tes frais et te débrouillant pour venir, vous en trouvez pendant 2 ans, vous trouvez des gens qui sont prêts à le faire, et puis ensuite, là on voit dans beaucoup d'académies que les viviers n'y sont plus, c'est-à-dire les formations s'arrêtent faute de candidats, faute de gens qui veulent être formés. Okay, donc ça, c'est une réalité. Pour que ça marche, décentralisation, c'est-à-dire vitesse très différente selon les académies. Certaines académies ont eu beaucoup d'heures d'enseignement, d'autres ont eu très peu d'heures d'enseignement. Résultat, c'est qu'il y a une disparité nationale. Il y a une disparité, il y a des endroits où les gens font une évaluation en train de dire finalement avec tout ce qu'ils ont fait, ils auraient le niveau pour arriver en 3e année de licence. Donc ça, c'est un peu le cas le plus optimiste. Dans d'autres académies, les collègues qui ont enseigné ont dit je ne suis pas très sûr que la personne arriverait à suivre en L2, en 2e année de licence. Donc on voit bien qu'il y a des grosses différences là-dessus. Et puis un dernier point, n'a pas créé des professeurs d'informatique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a créé, et là c'est les collègues eux-mêmes qui sont dans les lycées qui nous expliquent ça. Non, je ne suis pas professeur d'informatique, je suis prof de mathématiques qui enseigne l'informatique. Alors s'il le fait très bien, c'est très bien d'un point de vue pédagogique, mais ça pose d'autres questions. Ça veut dire que quelque part, quand on va vouloir se retourner vers un corps, finalement le corps c'est ça, c'est un ensemble de gens qui se sentent collectivement investis dans quelque chose, on l'a pas ça.
D'accord? On a des gens qui sont superbes, hein. J'ai pris un bain de jouvence à Nancy en voyant des exposés des gens des jeunes, là, enfin c'est souvent des jeunes, hein, qui sont profs aujourd'hui en train d'enseigner ISN en lycée. Ça me rappelait il y a 20 ans quand il fallait monter l'informatique à l'université et qu'on faisait des choses, on inventait et il y avait un superbe enthousiasme. Donc tout ça, ça existe, mais il n'y a pas la création d'un corps et ça va poser des problèmes sur autre chose. Donc ça, bon, le rapport dit d'autres choses. Le rapport dit que il faut peut-être faire attention aux fausses bonnes idées. Donc les fausses bonnes idées, c'est de se dire ça y est, c'est réglé. Maintenant, on a créé les gens, on en a assez, donc ça roulera tout seul. Bon, pour plein de bonnes raisons, ça ne va pas être le cas. Prolonger le modèle, c'est-à-dire continuer à se dire, non, on va continuer à trouver des candidats pour faire ça. On sait que ce n'est pas le cas dans beaucoup d'académies, qu'il y a déjà plus de candidats pour être formés. On peut toujours convaincre les gens d'être candidats. D'ailleurs, il y a toutes sortes d'arguments. On s'est rendu compte qu'une des raisons de devenir candidat pour être formé à ISN, ça pouvait être que ça vous donnait des espèces des points pour pouvoir rester sur le lycée de votre choix. Donc ça, pendant un moment, c'est des choses qui peuvent marcher. Il peut y avoir des choses qui vont plaire, mais bon, c'est pas un modèle qui va aller jusqu'au bout. Ensuite, compter sur un modèle dans lequel le financement vient d'ailleurs, c'est pas très bien. On l'a pas ce modèle avec un financement venant d'ailleurs, donc on n'a rien. Alors il y a un dernier point qui est important, parce que Gilles en dira peut-être un mot, c'est tout ce qui est les MOOC et l'auto-formation. Alors je crois beaucoup aux MOOC, je crois beaucoup au fait que l'informatique, que les vidéos, que d'autres choses vont aider demain à former ou à co-former les enseignants. Je ne suis absolument pas persuadé qu'il faut arriver à la conclusion, c'est facile, on a ça comme solution miracle, et donc demain on va avoir des gens qui vont s'auto-former tout en étant prof d'autres choses pour suivre ça. Alors par contre, donc dans les bonnes idées ou dans les idées... ah non, j'y arrive dans un instant. Bon, parenthèse internationale, c'est-à-dire que quand on en était là, on s'est demandé mais comment font les autres? Alors il faut savoir que déjà il y a des expérimentations, enfin des endroits ailleurs où pour ne pas avoir pris au sérieux la formation des enseignants, eh bien l'informatique a échoué. L'exemple le plus typique, c'est le Royaume-Uni qui s'est posé la question il y a 2 ans, est-ce qu'on arrête tout alors qu'ils avaient un programme tout à fait ambitieux? Ils avaient un programme vraiment intéressant d'informatique, mais ils n'avaient pas recruté les enseignants. Et donc le résultat, c'est que ce programme n'était pas fait et on enseignait Word et Excel ou des choses comme ça. Et ça écœurait les étudiants et on se retrouvait avec tous les problèmes qu'on peut imaginer. Donc ils ont arrêté et redémarré. Mais ils ont redémarré avec un programme cette fois-ci tout à fait ambitieux et en remettant l'idée il faut des enseignants formés pour pouvoir faire les choses. Il y a d'autres pays autour de nous, pour la Belgique et les Pays-Bas, c'est la même question en ce moment. Ils avaient des jolis programmes, mais ils n'ont pas nécessairement fait l'effort sur les enseignants. Ils se retrouvent avec une disparité entre les programmes et le fait que, bien sûr, l'informatique et le numérique, ça évolue, et qu'ensuite, à un moment donné, vous n'êtes plus capable de faire les programmes qui sont pourtant ceux qu'il faut faire. Alors il y a des idées par contre qui peuvent marcher, c'est des idées qui se passent dans des pays comme le Royaume-Uni et Israël en particulier, où là vous travaillez avec le milieu de l'entreprise. Il y a alors là des vraies bonnes idées avec des plans complexes à mettre en œuvre dans lesquels vous essayez de récupérer dans les entreprises des gens qui à un moment de leur carrière ont envie de faire un petit peu autre chose. L'entreprise peut aussi avoir envie de se donner cette mission-là qui est une mission qui peut être perçue comme positive pour certains cadres, et donc il se passe des choses, mais il faut analyser dans les détails pourquoi ça marche, comment ça marche, qu'est-ce qu'ils font pour que ça marche. Bon, alors néanmoins, donc une proposition en attendant, donc j'ai entendu, je sais que Jean-Pierre milite fortement pour le CAPES ou l'agrégation en informatique. Nous, on est arrivé avec une autre proposition. On sait qu'il y a un problème en mathématiques aussi. On pense qu'un corps mixte, parce qu'avoir des profs d'informatique tout seul, c'est peut-être pas la bonne solution, mais un corps mixte informatique-mathématiques serait une bonne idée. Faites attention à l'ordre, informatique-mathématiques. C'est-à-dire pas éviter le prof de maths qui fait un petit peu d'informatique. Un prof d'informatique-mathématiques qui est vraiment avec une formation longue en informatique, dans lequel, dans cette formation, on fait très attention au bagage nécessaire en mathématiques, permettant d'avoir des enseignants capables d'enseigner, peut-être pas en terminale S, mais à d'autres niveaux du lycée, peut en même temps donner un coup de main aux collègues en mathématiques. Donc c'est une proposition qu'on a mise sur la table. Et je sais qu'il y a une proposition alternative, c'est de dire votre idée informatique-mathématique, elle pourrait tout à fait se décliner en informatique-gestion ou informatique-technologie. Voilà. Mais attention à l'ordre, c'est clair, nous on dit informatique et technologie. Bon, dernier transparent, c'est celui-là.
C'est, ça c'est un appel. Je sais que Pascaline et le Syntec marchent la main dans la main. On aimerait trouver le moyen, tous, je crois, de faire en sorte que les entreprises soient, alors elles sont probablement présentes, mais plus encore, plus comme dans les autres pays. Sur le débat national, dans d'autres pays, les chefs d'entreprise, les chefs des grands groupes ont pris des positions, ont écrit dans les journaux pour dire pourquoi il fallait former à l'informatique dès le collège, dès le lycée, et il nous faut absolument ça. C'est un truc qui manque en France. Plus encore, il y a des initiatives, des gens qui piaffent d'impatience pour intervenir aujourd'hui dans les lycées, pour faire des choses. On ne sait pas, nous encore, les accueillir. Il faut qu'on y arrive. Voilà, et donc je proposais une journée commune avec Pascaline pour ça. Voilà, merci. Mais d'ailleurs, Pascaline, il faut le rappeler, c'est une association paritaire. Il y a aussi des entreprises. Voilà, on en reparlera. Donc après la formation des enseignants, je crois que la transition est toute trouvée. Il faut des outils et donc faire peut-être le bilan et l'explication de ces outils. Voilà, mais on découpera. De toute façon, ça sera remonté. Si vous voulez vous mettre là, c'est peut-être plus confortable. Effectivement, et la prise est de meilleure qualité si vous parlez debout. Et il y a surtout l'éclairage pour manier la puissance du verbe et la chaleur du teint. Voilà. Bon. Merci. Donc, au moment où la République frémissait, où on se disait il y a peut-être une probabilité non nulle qu'un jour un enseignement d'informatique soit proposé dans les lycées français, aujourd'hui c'est le cas, mais donc je parle des années 2007-2008, Maurice Niva m'a appelé et il m'a dit il faut écrire un livre. Alors c'était pas complètement évident à l'époque, le livre était un bon support, on se tournait plus naturellement vers l'idée de faire des sites, vers le fait de mettre des ressources pédagogiques en ligne, vers l'idée de faire des MOOC, qu'on n'appelait pas encore des MOOC, mais enfin bon, le concept existait déjà. Et Maurice avait beaucoup insisté sur le caractère fini du livre, c'est-à-dire le livre c'est un ensemble fini de symboles, enfin une suite finie de symboles, c'est pas comme un site web, quelque chose sur lequel vous pouvez zoomer à l'infini et voir de plus en plus de détails. Il y a un certain nombre de choses qu'on décide de mettre dans un livre et un certain nombre de choses qu'on décide de ne pas mettre. Et en ça, le livre reste, malgré tous les outils complémentaires, tous les outils qui fonctionnent avec les livres, le livre garde une certaine pertinence. Et donc j'ai eu peut-être le tort d'écouter les conseils de Maurice, et donc j'ai participé à l'écriture de 4 livres en quelques années. Donc ces 4 livres, le premier a été un livre qui a été édité par le CRDP de Paris, qui était destiné à la formation des enseignants à ISN. Et donc bien entendu, c'est l'ordre chronologique qui ont formé les enseignants avant de former les lycéens. Et donc le premier livre à proposer, c'était un livre pour les enseignants. Ensuite, il y a eu un premier livre qui a été publié chez Erol, qui s'appelait Informatique et sciences du numérique et qui s'adressait aux lycéens. Et cette année, à la rentrée, il y a un livre auquel j'ai très peu coopéré, qui a été coordonné par Benjamin Vac pour les classes prépa. Et on a également fait une deuxième édition du livre pour les terminales qui s'appelle l'édition spéciale Python avec un point d'exclamation après Python, et c'est une espèce de conséquence de notre agnostisme sur lequel je vais revenir. Alors peut-être maintenant on peut tirer un premier bilan provisoire de ces expériences. Alors j'insiste sur le fait qu'il est provisoire parce que on espère qu'on ne va pas rester juste avec 4 livres. Je ne sais pas personnellement si moi je vais en écrire 4 autres ou 20 autres, mais en tout cas je souhaite que d'autres au moins continuent à écrire des livres. Notre premier principe, c'était de veiller à 3 équilibres. Donc la République, dans sa grande sagesse, nous a donné un programme pour ISN qui insiste sur 2 grands équilibres. Le premier, c'est l'équilibre entre les différentes notions d'informatique. Donc les 4 grandes notions qui structurent l'informatique: langage, information, machine et algorithme. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas du tout évident au départ, puisqu'il faut confesser, il faut admettre que nous les informaticiens, nous avons culturellement un biais qui consiste à expliquer que l'informatique, c'est notre sous-discipline de l'informatique. C'est-à-dire nos collègues qui font, alors je vais commencer par
ne pas mentionner. Nos collègues, par exemple, qui font du hardware, pensent que le hardware, c'est toute l'informatique, ou c'est 99% de l'informatique, et le software, c'est 1%. Nos collègues qui font de l'algorithmique pensent que l'informatique, c'est la science des algorithmes. Il n'y a pas d'autre définition possible. Nos collègues qui font des bases de données nous disent que l'informatique, c'est la science de l'information, c'est la science des données, c'est marqué dedans, ça s'appelle informatique, c'est bien parce que c'est la science de l'informatique. Bon, et puis, je vais un tout petit peu dire du mal aussi de mes collègues qui font, dans lesquels je vais m'inclure, qui font des langages de programmation, des langages logiques, et bien sûr, nous pensons que l'informatique, c'est ça. Donc, et donc, il fallait arriver à veiller à cet équilibre. Et donc, ce qui semble complètement un truisme quand on le dit comme ça, finalement, en pratique, est un tout petit peu plus compliqué quand il faut arbitrer entre est-ce qu'on va parler des objets ou est-ce qu'on va parler du calcul parallèle. Finalement, ni l'un ni l'autre. Le deuxième équilibre, c'était un équilibre entre science et technique. Donc, en informatique, il y a des résultats, il y a des questions qui sont de la forme est-ce qu'on peut faire un algorithme polynomial pour résoudre le problème du voyageur de commerce? Donc voici une question scientifique. Et puis il y a d'autres questions, d'autres projets qui se disent faire un objet. Et donc il y a à la fois des constructions de connaissances qui consistent à répondre à des questions qui commencent par est-ce que, et d'autres objets. On construit des connaissances, mais on construit aussi des ordinateurs, des logiciels, etc. Et donc, où on transforme des ordinateurs, on transforme des logiciels, et donc il y a une activité technique, et il fallait refléter cette dualité dans les livres. Et bien sûr, c'est la méthode, la mise en activité des élèves, la mise en activité des profs, quand on forme les profs, qui permet de donner cette complémentarité entre sciences et techniques. On ne peut pas enseigner l'informatique, mais ça on le sait depuis longtemps à l'université, simplement en faisant des cours magistraux, ça ne peut pas marcher. Alors cela dit, dans un livre, faire rentrer l'aspect projet est assez difficile. Le livre se prête bien à l'exposé magistral, mais le fait de veiller au savoir-faire et de proposer des activités de projet était quelque chose qui était vraiment important et sur lequel on a dû un tout petit peu innover en termes de construction du livre. Par exemple, on oppose des parties courtes à des parties que dans d'autres disciplines on appellerait des compétences, mais qui sont vraiment qui visent un savoir-faire, qui ne visent pas un savoir, mais un savoir-faire. Et puis il y a un troisième équilibre, bon là qui était un peu plus personnel à l'écriture, à l'équipe qui a écrit le livre. Le programme bien sûr ne peut pas dire ça. C'est qu'il faut faire un équilibre entre ce qui est au programme et ce qui est hors programme. Donc le programme ne parle que de ce qui est au programme bien sûr. Par définition. Et en revanche, c'était quelque chose qui, en regardant les manuels scolaires d'autres disciplines, nous avait pas mal choqué. Si vous prenez par exemple les mathématiques, je pourrais prendre la physique ou les SVT ou d'autres disciplines, par exemple en mathématiques, les élèves savent tout sur les équations du second degré. Ils savent résoudre des équations du second degré, ils savent quand il n'y a pas de solution, ils connaissent les solutions d'Euler, les solutions d'Ancet avec un paramètre, avec deux paramètres, avec trois paramètres, avec quatre paramètres, etc. Mais ils ne savent rien sur les équations du troisième degré. Ils n'ont pas entendu parler de la méthode de Cardan, ils ne savent même pas que ça existe. Et donc ça c'est une structure du savoir qui est très très différente de la structure du savoir des scientifiques eux-mêmes, puisque les scientifiques en général sont beaucoup moins compétents que les élèves de lycée pour résoudre des équations du second degré, mais en revanche ils ont entendu parler qu'il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode de Cardan. Si jamais ils en ont besoin, ils peuvent la regarder dans Wikipédia, mais ils ne la connaissent pas en général. Ils ont un petit peu entendu parler du fait que ça marche aussi pour le quatrième degré, mais moins bien à partir du cinquième, etc. Et ils ne savent pas forcément démontrer eux-mêmes le théorème d'Abel, mais ils savent que ça existe. Et donc, il semblait important dans un manuel scolaire de refléter cette structure du savoir qui est la structure normale du savoir, qui a un petit peu de trucs qu'on sait faire, puis il y a beaucoup de choses dont on sait qu'elles sont là, on les maîtrise pas, mais on en a entendu parler. Et donc on a beaucoup insisté, c'est ce qui a pas mal grossi les livres à vrai dire, sur le fait qu'il fallait mettre des compléments hors programme, et en particulier pour une discipline que les élèves abordent à un âge avancé. On parle à des vieillards, hein, ils ont 17-18 ans, donc c'est pas du tout des enfants qui ont 5 ou 6 ans, et pourtant ils arrivent à un niveau débutant en informatique, donc c'était important de leur montrer qu'il y avait des moyens de continuer, qu'il y avait plein de choses en informatique, qu'il y avait un océan de connaissances qui s'ouvrait devant eux, et juste de mentionner le problème de l'arrêt, les bases de données, etc., leur montrer qu'il y avait des possibilités de continuer. Alors, si on tire un bilan de cette recherche d'équilibre, on peut dire que ça a été un grand succès puisque c'était un échec uniforme, c'est-à-dire chacun des spécialistes de chaque sujet trouve qu'on n'est pas allé assez loin dans son sujet.
Donc mes collègues qui font de la compilation trouvent que les 5 lignes qu'on a dites sur la compilation sont un véritable scandale. Les collègues qui font de l'architecture trouvent qu'on n'est bien sûr pas allé assez loin en architecture, en parlant pas du silicium sombre, etc. Bon, nos collègues, bien entendu, qui sont à l'interface informatique sciences humaines, trouvent qu'on aborde à peine les questions de société. Bon, et donc l'échec est uniforme, et donc ça veut dire qu'on a plus ou moins respecté les équilibres. Donc, il y avait une volonté de faire une présentation unifiée de l'informatique. J'ai déjà évoqué le fait que nous n'avons pas cette culture en informatique, de dire qu'est-ce que c'est que l'informatique. Chacun défend son précaré à l'université, sa conception de l'informatique, sa sous-discipline. Et ça, c'est une chose dont il faut avoir conscience, c'est que le fait d'enseigner l'informatique au lycée change notre propre perception de ce qu'est l'informatique. Et notre perception de ce qu'est la biologie, notre perception de ce qu'est la physique est beaucoup liée au fait que nous avons nous-mêmes appris de la biologie, de la physique au lycée. Et il y a eu une vraie recherche de consensus, une vraie recherche d'organisation de la discipline qui a bénéficié à l'informatique, je pense, en tant que discipline universelle, pas uniquement au lycée. Et là, on voit que le fait d'introduire une discipline au lycée, bon, c'est bien pour les lycéens, mais c'est bien aussi pour la discipline, c'est bien aussi pour l'ensemble de la connaissance, dont tout d'un coup on est obligé de se dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, quel est le lien entre ceci et cela, par exemple, qui sont des questions que malheureusement on ne se pose pas suffisamment. Il y a eu de longues discussions sur le choix des langages de programmation, et donc moi j'ai toujours défendu une position laïque, c'est-à-dire que chacun dans la sphère privée est libre d'adorer le Dieu qu'il souhaite, mais dans la sphère publique il n'a pas à mentionner ou à faire état de ses convictions religieuses. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, j'ai tout le temps proposé que les programmes ne mentionnent jamais aucun langage de programmation. On ne dit jamais il faut faire ci dans tel ou tel langage. Et ça a l'avantage d'éviter un certain nombre de guerres de religion. Et puis ça a aussi l'avantage de dire que finalement toutes les religions ont un socle commun, ont des valeurs communes. Et donc ça nous a amené à d'abord faire un livre où les exemples étaient en Java, et puis en fait comme on s'est aperçu que beaucoup d'enseignants utilisaient Python, on a voulu faire une version où le livre est en Python, et on s'aperçoit que la laïcité c'est parfois un chemin un peu difficile. C'est pas vrai qu'on passe du bouquin Java au bouquin Python en 3 minutes. C'est vrai qu'on peut passer, le bouquin a la même structure, etc., mais il y a un certain nombre de points, par exemple sur la déclaration des variables, où bon, le choix du langage impacte un tout petit peu. Et donc la laïcité, c'est toujours un idéal vers lequel on tend, mais auquel on n'arrive jamais complètement. Avant de conclure, juste un point sur les utilisations de ce livre. Beaucoup d'enseignants l'utilisent en pédagogie inversée. Et pour nous, c'est la bonne manière d'enseigner l'informatique, c'est-à-dire ils demandent aux élèves de lire un chapitre du livre ou un demi-chapitre du livre avant chaque séance, ce qui leur permet au début de la séance juste de faire un débriefing avec les élèves de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils n'ont pas compris, et d'attaquer directement les activités. Et ça un peu court-circuite le cours magistral. Naturellement, l'étape suivante, c'est d'aller vers un MOOC, c'est-à-dire que les étudiants, au lieu de lire simplement un document écrit, eh bien, mélangent lecture et visionnage d'un cours magistral qui peut être fait en vidéo. Alors enfin, pour conclure, je voudrais dire qu'il y a trop peu de concurrence. Alors certes, ces 4 livres ne sont pas les seuls livres qui s'adressent aux enseignants et aux étudiants, aux élèves d'ISN et d'ISN en prépa. Il y en a d'autres. Je ne vais pas vous donner leur nom, bien sûr, mais il y en a d'autres, cherchez un peu. Mais en revanche, je pense qu'il n'y en a pas assez. C'est-à-dire, les éditeurs sont encore un peu frileux, et les chiffres que citait Laurent, je pense, expliquent une certaine partie de ça. Les éditeurs aiment bien faire un livre de français pour la classe de 3e, parce qu'il y a 800 000 ou 900 000 élèves en 3e, et donc et 10 000, beaucoup d'éditeurs trouvent que ce n'est pas assez de division, qui ne vont pas assez vendre de copies. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage, et on voit ici un peu les limites du système où les éditeurs éditent ce qu'ils veulent, où ils n'ont pas de consignes de la République. Bon, je ne dis pas qu'il faut leur en donner, mais je pense que ça serait bien que les éditeurs aient un peu de responsabilité aussi vis-à-vis des élèves, et éditent davantage de livres. Bien sûr, on restera le meilleur livre, mais c'est important qu'il y ait de la concurrence. Et le dernier point, c'est, je disais, il n'y a que 4 livres aujourd'hui, mais bien entendu,
il va falloir bientôt tout recommencer, puisque dès qu'il y aura de l'informatique au collège, dès qu'il y aura de l'informatique en seconde, dès qu'il y aura de l'informatique en première, eh bien on rira en savoir que c'était ça qu'on faisait en terminale. Et donc il y a tout un tas de notions qui sont présentées aujourd'hui dans des livres qui s'adressent à des vieillards de terminale, qui pourraient bien entendu être présentées dès la 6e, certaines dès la 3e, d'autres dès la seconde. Voilà, je vous remercie. Merci. Christian ? On reprend. J'ai juste un petit complément pour répondre à Colin et à Gilles, et puis à vous tous. Et vous y serez certainement, vous y contribuerez très certainement, et peut-être que vous êtes au courant de ce projet. Il y a un projet européen qui s'appelle Coding Kids, qui est piloté par Nelly Cross, la déléguée à la Commission européenne sur le numérique, et qui nous a sollicité, Pascaline, et d'autres, mais d'autres, on en reparlera. Et ce sera le but des prochains travaux de la Commission Culture Numérique qui organise cette journée et qui s'est occupée de l'ISN pour développer effectivement cette culture numérique en Europe et notamment en France auprès des jeunes. Et je dirais dans leurs rêves, c'est de descendre jusqu'à la maternelle. Voilà, c'est un complément que je voulais vous donner. Donc, on se reverra sur le sujet très certainement. Question, monsieur. Oui. Je vais ajouter un bref complément sur deux éléments que Gilles n'a pas mentionnés. Le premier, c'est que dans la production de livres, il y a eu un livre de didactique. C'est une opération assez bizarre. On a fait traduire un livre de didactique publié en langue allemande pour l'avoir en langue française, publié aux éditions Springer, qui s'appelait Enseigner l'informatique. Et c'est aussi un geste symbolique, mettre sur la table un livre de didactique, un livre avec un pareil titre. C'était aussi pour faire passer un message, ça ne va pas de soi. Il ne suffit pas d'être capable de programmer pour enseigner l'informatique. Comme dans toutes les matières, il y a un besoin de réflexion pédagogique. Donc le livre non seulement a un contenu passionnant, mais il avait aussi une efficacité symbolique. Voilà, donc ça a été un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale, nous, les éditions Springer, l'INRIA qui a financé la traduction et des collègues suisses qui se sont mis aussi pour faire en équipe pour faire une amélioration de la traduction et une confrontation avec les usages pédagogiques. Donc ça a été un partenariat très stimulant, même si ensuite le livre visait une cible assez limitée. Deuxième aspect, pour tout ça, il faut des ressources. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ressources numériques. Et donc, la notion de ressources numériques nous a amené à concevoir un site documentaire qui fonctionne bien aujourd'hui, qui s'appelle le Silo, dont l'animateur principal est Thierry Viéville, ici présent. Ce serait quand même mieux si Thierry apparaissait devant la caméra. Oui, voilà. Thierry, très discret, je vais lui passer le micro tout de suite. Donc le Silo a été une collaboration entre plein d'acteurs, le CNDP, l'INRIA, auquel Thierry appartient, Pascaline, qui a mis de l'argent sur l'opération, et les autres acteurs de l'Éducation nationale, il va de soi. Voilà. Le Silo est une opération complexe qui se veut documentaire, une opération en faveur de l'animation, mais aussi une opération pour faire connaître les métiers et les filières de l'informatique. C'est pour ça qu'on s'est tous un peu remués. Aujourd'hui, le Silo est un peu plus calme qu'il y a 1 an et demi où c'était en pleine ébullition. Mais voilà, je passe la parole à 2 minutes à Thierry pour qu'il vous parle de l'actualité du Silo. Vous avez vu, pour me faire remarquer, je ne pouvais pas faire mieux. Alors, le Silo, c'est 1000 visites par jour en période de pré-rentrée, donc ça tourne encore pas mal. Tu as raison, Robert. Ce truc a été construit grâce à toi à la fois dans la conception et puis dans les fins de soirée où tu nous corrigeais nos bêtises. C'est aujourd'hui 10 000, 20 000 visites par mois. Il y a un forum sur lequel un petit peu moins que 400 profs sont inscrits, sachant qu'il y en a 1000 à 2000 qui font de l'ISN aujourd'hui. Je mets cette marge d'incertitude entre ceux qui y sont, ceux qui se forment, etc. Vous voyez qu'on a un taux de pénétration vraiment important au milieu de la communauté. Et puis, c'est des ressources, il y en a trop, il y en a 500-600, et on en met certaines en valeur. C'est aussi un endroit dans lequel, grâce à toi, Laurent, on a commencé à forger quelques projets, à une époque où la notion de projet avait besoin de se concrétiser dans l'esprit des gens. Et puis, ça continue de servir.